ce château qu'on voit encore aujourd'hui, les cuisines dans lesquelles on se trouve là actuellement, enfin du moins la salle à manger d'Albert de Lépée dans laquelle on se trouve, tout cet ensemble de pavillons forme un ensemble très cohérent. Il était relié par des galeries. Ces galeries étaient des galeries dites de cure, même principe que les galeries de cure, organisées à travers des circulations qui rappellent, qui déclinent l'esprit des jardins chinois. Donc on a, je dirais, des raisons médicales, la galerie de cure, et des raisons philosophiques, entre guillemets, le zen, et donc un esprit sain dans un corps sain. Voilà, on a la fusion des deux. Donc ça, c'est pour l'originalité du domaine. Ensuite, l'originalité vraiment du château, c'est qu'il enferme son orgue. L'orgue du baron de Lépée, qui est une commande qu'il passe spécialement auprès de Cavaillé-Coll, le plus grand acousticien et le plus grand facteur d'orgue à l'époque, et il va commander à Aristide Cavaillé-Coll l'orgue le plus grand jamais commandé par un particulier. C'est-à-dire qu'on est dans à peu près, on est au niveau du 3e plus grand orgue construit en France. On a le plus grand, c'est Saint-Sulpice. Ensuite, on a celui de Notre-Dame de Paris, et après vient celui d'Albert de Lépée. Alors évidemment, cet orgue a une histoire un peu dommage, puisqu'il a été démonté il a été monté en 1898, il a été démonté en 1903, le buffet a disparu, donc les boiseries, la décoration du buffet a disparu, puis il a été remonté au Sacré-Cœur à Paris. Remonté d'une manière différente, et puisqu'il ne pouvait pas entrer, il ne tenait pas exactement sous la voûte du Sacré-Cœur, de la basilique, donc il a été transformé pour pouvoir entrer. Voilà, mais c'est l'originalité du château d'Île-Barritte, si on ne parle que du château, c'est effectivement d'avoir une salle immense, qui est la salle de musique qui renfermait l'orgue. Et tout le château a été construit autour de l'orgue. C'est la première fois dans l'histoire de l'architecture et de la musique qu'une salle est conçue avec l'orgue qui est fait pour elle. Donc on avait une acoustique qui était parfaite. On a construit l'instrument, la salle et le château autour. Une particularité de l'édifice, c'est de réunir en un seul programme l'ensemble des connaissances les plus abouties de l'époque. Alors, pour énumérer, pour que ce soit clair, il y a l'électricité qui est produite par une usine hydroélectrique qui est un ancien moulin du XVIIIe siècle qui va être entièrement transformé par le baron de Lépée pour accueillir la turbine Hercule Progrès, faite par les frères Saint-Grune, donc les meilleurs ingénieurs de l'époque, qui étaient médaillés d'or à l'exposition universelle de 1889. Cette usine hydroélectrique, c'est l'actuel restaurant de la Plancha, qui produisait l'électricité, qui montait jusqu'au château et qui ensuite du château était dispatché dans les différents pavillons, dans les galeries, tout était éclairé. Donc l'électricité. On a aussi un système d'ascenseur, un système de monte plat en réalité, qui est organisé avec des moteurs électriques. Ça, c'est l'ascensoriste Eudou qui prévoit ce type d'ascenseur-là. Eudou, c'est celui qui a construit les ascenseurs de la Tour Eiffel. On a aussi le téléphone système Adair, donc c'est le téléphone le plus utilisé à l'époque. La seule chose, c'est que le téléphone qui va être mis en place à Île-Barritte, il va y avoir différentes lignes. Il y a des lignes de service, des lignes pour le baron, donc c'est déjà quasiment un réseau téléphonique pour une petite ville. Ce qui n'était absolument pas le cas autrement. On a tous les systèmes en fait, d'évacuation, d'adduction d'eau, de traitement des eaux, fosses septiques aussi, qui sont là encore une fois, qui sont conçus à l'échelle urbaine. On n'est plus du tout dans le cadre d'une propriété privée, on est vraiment dans le cadre d'une cité. La climatisation, avec une fabrique de glace et un système en fait, de glissière qui permet de mettre des gros blocs de glace à travers, entre deux fenêtres, d'ouvrir une fenêtre pour permettre à l'air de passer, il se refroidit et il permet d'amener l'air frais en fait, dans le château. En réalité, tout un ensemble de systèmes, comme le système anti-incendie, le paratonnerre, qui vont être effectivement, ça va faire de ce château un peu l'archétype de la maison de l'avenir. Donc c'est l'exposition universelle à lui tout seul.
Le domaine en surface, en superficie, fait à peine 60 hectares, ce qui est colossal quand même, ce qui fait d'Île Biarritz une des plus grandes propriétés balnéaires, puisque, y compris sur la côte méditerranéenne, il n'y avait pas de propriété qui avait autant d'hectares. Sur la côte atlantique non plus. C'est un fait assez exceptionnel. On a la propriété de la reine de Serbie, qui était voisine d'Île Biarritz, et la propriété d'Île Biarritz, ainsi que la propriété de Lord Mellor à Françon, le manoir de Françon, qui était parmi les plus grandes propriétés à l'époque en France. Albert de l'Épée donc l'a fait construire en 3 ans, va pouvoir rentrer en possession de son château en 1898, et suite à une rupture amoureuse la même année quasiment, il va décider de fermer le château et de ne plus y revenir. Donc l'orgue nouvellement installé, le bâtiment complètement terminé, eh bien Albert de l'Épée dans les premières années ne va absolument pas y vivre. Ce qui a énormément développé aussi les légendes autour du château d'Île Biarritz, puisqu'on a vu une effervescence incroyable autour de ce château, et puis pour rien. Donc Albert de l'Épée a fini par devenir une espèce de personnage de légende, qu'on a pris totalement pour un fou, parce qu'il fallait quand même être complètement fou pour construire un truc aussi important et ne pas y habiter. On est en 1903, et en 1905, nouvelle commande auprès du successeur de Cavaillé-Coll, qui s'appelait Charles Mutin, d'un nouvel orgue pour être installé au château d'Île Biarritz. Nouvelle commande auprès de Gustave Huguenin pour restaurer le château d'Île Biarritz au niveau des techniques, donc tout ce qui était électricité, etc., remettre ça au goût du jour, puisque du coup on a quand même 10 ans d'écart quasiment, avec les techniques qui avaient été installées. Donc remettre tout ça au goût du jour. Albert de l'Épée revient avec une nouvelle maîtresse, revient au château d'Île Biarritz et là va y vivre. C'est uniquement à ce moment-là qu'on peut dire qu'il a vécu là plus longtemps, au château d'Île Biarritz. Maintenant, encore une fois, c'est pareil, il y arrivait probablement au mois de septembre pour repartir au mois d'octobre ou au mois de novembre. Et il n'est pas resté à l'année dans ce château. Il l'a utilisé peut-être quelques mois avec cette nouvelle maîtresse, mais il n'y est pas resté. Donc en réalité, on va dire entre 1898 et 1911, époque à laquelle Albert de l'Épée vend le château d'Île Biarritz, il va y résider de manière très 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 épisodique, seulement quelques mois. C'est tout. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Alors, l'histoire de la propriété va tourner au tragique à partir de la Première Guerre mondiale. Albert de l'Épée vend à Pierre-Barthélemy Gueusy, donc nouveau propriétaire d'Île Biarritz. Il vend en 1911. Ce Pierre-Barthélemy a dans l'idée de développer ce domaine d'une manière commerciale pour l'exploiter avec le public. Alors bien sûr pas dans l'idée d'un hôtel, etc., mais plutôt dans l'idée d'un golf, d'une salle de concert, puisqu'il y a la salle d'orgue évidemment, et aussi d'un tir aux pigeons, de quelques activités qui peuvent être des activités de loisirs. Manque de chance, Pierre-Barthélemy Gueusy n'arrive pas à séduire les investisseurs potentiels, et donc le seul projet qui va être décidé, c'est le projet du golf, qui va commencer à être construit en 1912, et le problème c'est que la guerre arrive, et donc ça met un terme à tous les projets. Pendant la guerre, le château est transformé en hôpital, un hôpital spécifique pour les maladies respiratoires. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'encore une fois, on voit que tel que le baron a conçu son château en 1898, eh bien en 1918, il va représenter l'idéal, le modèle du sanatorium. Et donc les soldats qui sont rapatriés des fronts, du front notamment sur l'Est, et qui ont été touchés par les gaz, donc qui ont des gros problèmes respiratoires, vont être internés à l'hôpital 65, l'hôpital numéro 65 d'Île Biarritz. Et cet hôpital va être, grâce à ses galeries, à ses terrasses, à ses galeries couvertes, tantôt qui sont découvertes, les médecins qui vont, notamment le docteur Perret qui a créé le centre héliomarin à Bidart, le docteur Perret va défendre dans les revues spécialisées l'importance de cet hôpital et de ces structures et de la conserver. Sauf que Pierre-Barthélemy Gueusy, à la fin de la guerre, va tout simplement exiger de récupérer son bien.
Et en 1920, il récupère le château d'Ilbarit. C'est quand il récupère le château d'Ilbarit, il y a eu un manque d'entretien au niveau de l'extérieur. Il y a eu une utilisation qui n'était pas l'utilisation prévue au départ, puisque quand même l'utilisation d'hôpital, c'est pas toujours évident. Et Pierre Barthélemy décide de vendre. Alors c'est là où commence la catastrophe, puisque Albert de Lespée, dans la clause de vente, Albert de Lespée avait imposé que le nouvel acheteur respecte à la lettre l'intégrité, la structure du domaine, autant dans ses pavillons que dans ses galeries, que rien ne soit modifié. Donc il fallait que l'ensemble reste comme ça. On voit à quel point justement Albert de Lespée avait quand même l'idée que cette propriété était une propriété très particulière et exemplaire. Donc rien ne devait être détruit tant qu'Albert de Lespée était vivant. Pierre Barthélemy Gueuzy, finalement, en aménageant un golf, n'a rien détruit. Donc il conservait la totalité du truc, il était parfaitement dans les cordes de cette clause. Maintenant, Albert de Lespée est mort en 1918. En 1920, Pierre Barthélemy Gueuzy récupère son bien, et bien là, à ce moment-là, il a la possibilité de transformer, de lotir, de vendre. Et il va commencer à diviser la propriété, à lancer un programme immobilier dont la Roseraie va être le phare, puisque c'est l'hôtel Casino de la Roseraie qui va être construit dans les années 25. Et ce programme immobilier va détruire un à un les pavillons, les galeries couvertes et l'ensemble de la propriété qui va être morcelée. Résultat, on va perdre la plupart des pavillons qui vont être démolis, on va perdre l'ensemble des galeries couvertes, et les pavillons qui sont sur la plage vont disparaître peu à peu. Les seuls rescapés, si je puis dire, de ce massacre sont le château, tel qu'il reste aujourd'hui, l'actuel restaurant Le Blue Cargo, avec donc cette salle où on est, qui elle est parfaitement conservée, et la Plancha, le restaurant de la Plancha, qui après avoir été à moitié enterré et très transformé, en fait on ne peut plus du tout voir que c'était un moulin à eau. Donc ça, ce sont les trois éléments qui restent. Il reste les plus visibles. Il reste aussi le pavillon, ce qu'on appelle le pavillon de la conciergerie, qui était à l'entrée du domaine. Et il reste, alors d'une manière très originale, il reste une salle à manger surélevée qui était l'un des pavillons répartis sur le domaine. La salle à manger surélevée qui est sur la route de Bidart. Quand on remonte en fait de la route de Biarritz à Bidart, il y a un camping, et juste à côté du camping on voit une espèce de pavillon avec une toiture pyramidale un peu étrange, avec une galerie autour qui rappelle étonnamment celle d'Ilbarit, et c'est parce que c'est tout simplement un pavillon qui a été démonté pièce par pièce, j'allais dire pierre par pierre, mais en fait c'est du bois, pièce par pièce, et qui a été reconstruit sur la terrasse d'une maison. Le reste, il y a une partie d'un souterrain qui relie le château en fait à la cuisine, c'est la gaine technique qui permettait à l'eau, à l'électricité de passer. On a beaucoup parlé d'un monde plat électrique qui devait passer entre la cuisine et la cuisine de la plage et le château. En fait ça a été projeté mais ça n'a jamais été réalisé. Donc le domaine aujourd'hui, il ne reste plus rien, il ne reste plus que des lambeaux. La seule chose c'est qu'on peut voir en revanche l'ensemble de la propriété a été conservé du fait du terrain de golf.